Allez, direction le sud-est de la France pour retrouver cette belle entreprise, ces odeurs de lavande. Son métier, c'est de vendre justement des arômes, des matières premières naturelles. Il s'agit de Robertet et son directeur général est ce midi avec nous. Bonjour Jérôme Bruat. Bonjour Edgar Selec. Alors, première question, est-ce que vous êtes une entreprise implantée évidemment dans le paysage international. Est-ce que vous êtes inquiet de la guerre commerciale, des tarifs douaniers qui ont été mis en place, puis enlevés, puis laissés à 10% pour le moment? Quelle est votre attitude pour le moment? Écoutez, on est forcément inquiet puisque une entreprise comme Robertet, comme beaucoup d'autres, est très exportatrice. Notre premier marché à l'étranger, c'est les États-Unis. On fait plus de 80% de notre chiffre d'affaires à l'étranger, plus de 65% hors d'Europe. Donc, toutes les entraves au commerce international qui sont en train de se mettre au niveau des pays, évidemment, peut nous impacter et peut surtout impacter aussi nos clients. Donc, c'est forcément une inquiétude. À côté de cette inquiétude, c'est vrai qu'on a deux atouts majeurs qu'on essaye de jouer dans cette période un petit peu incertaine. Le premier atout, c'est qu'on est une entreprise encore une fois, très internationale. On a plus de 31 sites industriels dans le monde. On a donc l'habitude de produire au plus près de nos clients et donc d'être un peu moins fragilisé par rapport à des entreprises qui ne produiraient qu'en France. Et la deuxième attitude, c'est évidemment une attitude d'agilité puisque vu notre taille de TI, on a cette possibilité de s'adapter très rapidement aux évolutions du contexte. Donc, on essaie de jouer sur ces deux atouts dans un contexte effectivement très incertain, très difficile. Voilà, moi j'ai souvent dit que ce que les entrepreneurs avaient besoin, c'était d'un cadre stable. On en est bien loin en ce moment. Alors s'adapter, ça veut dire quoi? Vos clients, par exemple, est-ce qu'ils ont de quoi accepter la hausse de tarifs douaniers de 10%, voire plus, 20% pour l'Europe si c'est décidé dans 3 mois? Bien sûr, on a une discussion très ouverte avec nos clients. Ils connaissent les conditions du commerce international, ils connaissent le prix des matières premières, ils connaissent les entraves qui sont en train d'être mises. Et donc, on a, comme on l'a fait il y a 3 ans, où il y avait eu une très grosse vague d'hyperinflation, heureusement derrière nous, on a dû à cette époque adapter nos tarifs par rapport à des conditions nouvelles qui étaient liées à l'inflation. Là, on a des conditions nouvelles qui sont liées aux barrières tarifaires et on a en général une approche assez collaboratrice de partager finalement le poids de ces charges financières qui viennent empêcher le développement normal des affaires. Mais on a ces impacts, on en répercute une partie sur nos clients et une partie grâce à des efforts évidemment supplémentaires qu'on est obligé de faire nous-mêmes. Et allez-vous aussi en conséquence augmenter votre production aux États-Unis? Non, on va pas augmenter la production aux États-Unis. On a plusieurs usines déjà très bien installées depuis des décennies aux États-Unis qui produisent encore une fois pour nos clients américains. Cette empreinte industrielle, elle va pas changer puisqu'on produit aux États-Unis pour nos clients américains comme on produit au Mexique pour nos clients mexicains ou au Brésil pour nos clients brésiliens. Donc cette stratégie ne va pas changer. Ce qui va évidemment être impacté fortement, c'est que ces usines, qu'elles soient aux États-Unis ou ailleurs, doivent importer des produits. La plupart des produits naturels sont produits à Grasse chez nous au siège et donc vont être frappés de cet impôt de 10% supplémentaire. Certains produits sont produits aussi dans des pays ciblés par l'administration américaine, par exemple des produits produits en Chine qui rentrent dans certaines des formules. Ces produits-là vont être impactés fortement par ces types de barrières tarifaires. Donc c'est évidemment la responsabilité de nos filiales américaines de répercuter, je le disais, une partie de ces impacts sur nos prix de vente aux clients, qui ne sont pas naïfs évidemment. La partie industrielle, elle, va continuer aux États-Unis. On s'est doté il y a à peu près 1 an de capacités industrielles supplémentaires aux États-Unis pour pouvoir, dans notre jargon industriel, faire à la fois des mélanges d'arômes et de parfums, mais aussi de la production de matières premières naturelles. On a tout l'équipement qu'il faut pour faire aux États-Unis ce dont les clients américains ont besoin. Mais je vous dis, néanmoins, il y a des produits qui viennent d'Europe, il y a des produits qui viennent de Chine, et ces produits-là vont coûter beaucoup plus cher demain. Et les produits qui viennent de Chine, est-ce qu'il y a des produits de substitution que vous regardez déjà, d'autres pistes de remplacement? Bien sûr, on essaye de regarder. Il y a malheureusement une industrie, on va dire, de chimie de synthèse qui s'est beaucoup déplacée vers l'Est et vers la Chine ces dernières années.
qu'on aimerait bien voir évidemment ressurgir dans des pays comme l'Europe et les États-Unis. Mais ce sont évidemment des mouvements qui se passent sur des cycles longs. Et donc, il faut avoir des vraies politiques industrielles à long terme. À court terme, malheureusement, on va être obligé de faire avec les moyens du bord pendant les deux années qui viennent et reconstituer des capacités d'approvisionnement sur d'autres pays à moyen terme. Et la stratégie de croissance externe, elle en est où? Parce qu'il y a eu plusieurs acquisitions ces derniers temps, Phasex notamment l'an dernier. Dans ce contexte vraiment très, très incertain, tout est à l'arrêt ou vous regardez quand même certaines zones qui semblent pour vous un peu plus épargnées, ou alors en France? On regarde des cibles d'acquisition partout, ça fait du sens pour nous. Vous savez, nous, on est une entreprise de parfums et d'arômes, vous le rappeliez, et surtout, on est leader mondial des matières premières naturelles. Donc, tout ce qui peut contribuer à notre modèle d'affaires, évidemment, est quelque chose qu'on regarde très précisément et en permanence. On a, par exemple, donc acheté une entreprise qui fait de l'extraction de matières premières naturelles de très haute qualité aux États-Unis, cette société Phasex qu'on a achetée en décembre dernier et qui nous permet donc d'avoir de manière assez opportune l'opportunité de produire aux États-Unis de la matière première naturelle qui rentre dans la composition de nos produits. On avait acheté un an auparavant une magnifique société qui fait des arômes en Inde. Donc clairement, nous, notre objectif, c'est de nous positionner avec une empreinte commerciale et industrielle la plus délocalisée possible, puisque, encore une fois, une grosse partie de notre potentiel vient de pays comme les États-Unis, comme la Chine, comme l'Inde. On reste fidèle à cette ligne directrice. Et on a évidemment ce positionnement grâce à nos origines grassoises, grâce à notre empreinte très forte sur les produits naturels. On exporte ce savoir-faire, comme le font certaines grandes maisons de luxe françaises. On exporte ce savoir-faire à l'étranger en le mettant à disposition du plus de clients possible, mais encore une fois de manière très pays par pays. Voilà. Alors, on a eu les résultats complets financiers de Robertet il y a quelques jours, 90 millions d'euros de résultats nets. Alors, bonne surprise sur le dividende, hein, vous l'avez quand même considérablement augmenté. Rachat d'actions également pour 6% du capital. Vous avez vraiment voulu récompenser l'actionnaire ou alors en fait, vous ne savez pas trop quoi faire en ce moment de cet argent? Non, écoutez, on a souhaité d'abord saluer ces beaux résultats, puisqu'on a eu une année 2024 qui effectivement est une année, quand on compare à la moyenne des 5 à 10 dernières années, est une année qu'on considère excellente, puisqu'on a augmenté notre chiffre d'affaires de 12%, on a augmenté donc notre profit de 75 à 90 millions d'euros sur un an en 2024. C'est une progression de pratiquement 20% du profit, et donc en proportion, nous rémunérons l'actionnaire exactement en proportion du profit qui a été délivré. Par rapport à votre question, non, pas d'inquiétude. Nous avons beaucoup de projets, on a beaucoup d'investissements en cours, on a évidemment les acquisitions dont vous parliez précédemment, mais on a surtout la volonté de continuer à augmenter nos capacités industrielles, à augmenter notre capacité de produire au plus près de nos clients. On a la volonté évidemment de moderniser nos produits et l'entreprise qui passe par des investissements, notamment de création de filières naturelles, notamment d'extension de production de très haute qualité. Tout ça nécessite énormément d'investissement et c'est pour ça qu'on est très heureux avec ces bons résultats de pouvoir accélérer nos programmes d'investissement. Mais que l'actionnaire ne se trompe pas, nous avons une politique de dividendes, notamment cette année, qui salue une année particulièrement bonne. Et vous avez un endettement dette qui est négatif, c'est-à-dire beaucoup de liquidités. Ça, c'est pour garder de l'agilité, justement, pour réinvestir ou acquérir là où c'est possible, au moment où c'est possible? Absolument. Vous savez, on a une entreprise avec Robertet qui est une entreprise de 175 ans, qui a véritablement une vision très long terme de son métier. C'est un métier qui l'occupe encore une fois depuis 175 ans et qui nécessite tout au long de cette histoire de forts investissements. On reste à l'affût à la fois d'acquisition, on fait les investissements nécessaires pour assurer la pérennité de la société. Malheureusement, on est évidemment obligé de composer parfois avec des éléments de court terme qui nous obligent à être particulièrement agiles. On l'a vu avec l'hyperinflation de 2022. On le revoit aujourd'hui avec les barrières tarifaires. Néanmoins, la trajectoire à long terme, elle est d'être particulièrement convaincu que Robertet a un avenir
radieux, que l'entreprise a un rôle très important à jouer dans l'expansion des produits naturels, qui correspondent à une tendance profonde des consommateurs de vouloir des produits sains et des produits naturels. Nos clients ne s'y trompent pas et viennent nous voir. Et c'est pour les servir que nous faisons tous ces investissements qui, effectivement, sont des investissements lourds. Alors un point sur ce début d'année 2025, plus 4,7%, premier trimestre à périmètre constant. Vous donnez toujours pas d'objectif chiffré sur l'ensemble de l'année? Non, on est dans une période particulièrement incertaine, qui nous appelle à un optimisme prudent. On reste optimiste puisque l'année a commencé de manière positive, à plus 5%. On a dit depuis plusieurs mois qu'après l'année particulièrement bonne de 2024, on s'attendait à une année 2025 de normalisation. Normalisation, si on regarde les chiffres de moyenne sur les 5 dernières années, c'est des chiffres de croissance d'environ 5%. Donc, on pense que voilà, si on arrivait à atteindre cette moyenne, on serait très satisfait. Mais encore une fois, on se garde bien de donner une prévision sur une année qui s'annonce particulièrement compliquée. Oui, est-ce que vous pouvez davantage élaborer sur l'optimisme prudent? Parce que finalement, vous n'êtes pas les seuls à mettre ce genre de formule en avant. LVMH nous a dit vigilant et confiant. On sent vraiment beaucoup d'hésitation en fait, dans les directions des grandes entreprises. Absolument, on est tous dans les mêmes calculs, dans les mêmes observations. On a évidemment des clients de tout métier qui vont aller du luxe à la grande consommation, du parfum à l'arôme. Tous les clients importants que nous avons sont évidemment dans une grande prudence et nous appellent donc nous-mêmes en tant que fournisseurs de ces grands clients à la prudence. Néanmoins, la croissance est là, elle reste solide, les perspectives restent à moyen terme très bonnes, et donc on est dans cette espèce de schizophrénie entre une grande confiance sur l'avenir moyen long terme et en même temps une grande prudence sur l'avenir court terme qui est encore une fois compliqué pour les raisons que vous avez évoquées. Alors il y a eu de l'actualité aussi dans le capital de votre entreprise. À la fin de l'année dernière, il y a eu la rentrée de Peugeot Invest et de FCP, le fonds stratégique de participation qui est dirigé par Isalt, qui était à l'origine de ce changement-là. Et en fait, vous allez aussi leur donner une place au board très prochainement. Absolument, on a eu l'approche il y a pas mal de mois déjà de ces deux actionnaires qui étaient intéressés par Robertet, qui sont des actionnaires français habitués à des investissements de long terme, qui s'intéressent donc tout particulièrement à des entreprises de long terme et familiales comme Robertet, qui sont venus voir notre actionnaire de référence et principal, qui reste la famille Maubert. Et qui a approché un actionnaire qui était entré au capital il y a environ 5 ans, qui était DSM Firmenich, qui, en l'occurrence, avait souhaité sortir du capital de Robertet. Et nous, on a accueilli évidemment, avec beaucoup de plaisir, l'arrivée d'actionnaires qui s'affichent haut et fort comme des partenaires du succès à long terme de Robertet. Et qui ne soit pas aussi dans le milieu des arômes et des ingrédients, parce que vous avez aussi Givaudan qui garde encore environ 5%. Qu'est-ce que ça vous apporte d'avoir ce type d'actionnaire? Et en quoi c'était aussi pesant? Alors, on n'est jamais très content quand on a des concurrents à son actionnariat. Et donc, on a effectivement accueilli avec un certain soulagement le fait que la volonté d'indépendance de Robertet, qui a toujours été affichée par la famille Maubert, a été entendue, respectée par ces deux concurrents qui donc ont souhaité sortir du capital. À l'inverse, l'arrivée d'actionnaires certes financiers, mais encore une fois avec une perspective de très long terme, avec une perspective de partenariat, avec une perspective de soutien au développement de l'entreprise. Que ce soit un développement international, que ce soit un développement des investissements industriels et de recherche, que ce soit un soutien évidemment financier et tout ça va nous apporter une expertise que nous n'avions pas encore. Et à l'inverse, voilà, nous rassurer tous nos actionnaires sur le fait que l'indépendance fortement affichée par Robertet
est plus que jamais d'actualité. Oui, justement avec la rentrée notamment de Peugeot Invest qui est quand même aussi holding familial, donc qui se rapproche assez des caractéristiques de votre groupe. Alors le contrôle du coup de la famille Maubert est renforcé. Elle avait déjà la majorité des droits de vote. Est-ce que ça veut dire que vous allez peut-être ouvrir un peu plus votre capital à la bourse, ou justement ça reste très risqué parce que les concurrents restent en embuscade pas très loin? Alors, les concurrents, je pense, sont plus en embuscade puisque les concurrents ont compris le message de la famille Maubert qui, depuis 5 ans, ne cesse de répéter sa volonté d'indépendance et de pérennité de la société. Et donc, je pense que le message est compris et que la sortie du capital de certains d'entre eux est évidemment un message fort. L'arrivée au capital de ces 2 nouveaux actionnaires, évidemment, est bienvenue. Je n'oublie pas aussi que lorsque notre précédent actionnaire DSM Firmenich a vendu ses parts, une grande partie de ses parts sont allées s'investir sur le marché. Donc, une partie a été rachetée par FSP et par Peugeot Invest, mais plus d'un tiers de ces parts ont été rachetées par plus de 40 investisseurs de référence qui, eux, ont vocation évidemment à faire augmenter très fortement le flottant de Robertet et donc d'ouvrir les portes de Robertet avec plus de liquidité et plus d'actions disponibles pour les futurs investisseurs. Oui, parce que c'est ça à terme, c'est améliorer la liquidité. C'est pour ça que je vous posais cette question de peut-être ouvrir davantage. C'est un problème que vous rencontrez sur votre partie flottante en bourse? Bon, c'est pas un vrai problème puisque, comme je vous le disais, ce flottant était historiquement relativement réduit, ce qui n'a pas empêché l'entreprise à la fois de fortement se développer et de délivrer une performance très significative à l'actionnaire. Néanmoins, le passage de 2 actionnaires qui étaient non seulement des concurrents, mais qui finalement bloquaient une partie importante des actions sur le marché, ce remplacement de 2 actionnaires importants par, bien sûr, les 2 nouveaux actionnaires de référence, mais plus d'une quarantaine de nouveaux actionnaires, évidemment, va contribuer à l'animation du titre. Et donc, merci beaucoup, Jérôme Bruat, pour avoir fait le point sur vos dernières actualités et vos perspectives donc, pour cette année 2025. Merci à vous. Merci à vous.